Merci avant toute chose pour cette invitation. Je dois dire mon inquiétude assez grande à parler devant vous parce que je ne suis pas juriste et donc si je dis des bêtises, vous me le direz, mais le pacte était de tenter de déployer d'autres choses. J'aimerais revenir assez rapidement sur un certain nombre d'analyses produites par Michel Foucault à la fin des années 70, analyses qui concernent aussi bien la naissance du libéralisme au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle que deux inflexions contemporaines de ce libéralisme, l'ordolibéralisme allemand, dont je ne parlerai pas du tout, mais qui est passionnant, et puis le néolibéralisme américain de l'école de Chicago, dont j'essaierai de dire quelque chose très rapidement si j'en ai le temps. Dans la description foucaldienne, c'est le lien nouveau entre la transformation des rapports de pouvoir, la rationalité de gouvernement libéral et un certain rapport à la vie des hommes et des femmes qui m'intéresse tout particulièrement parce qu'il me semble assigner au droit une place en partie et peut-être totalement contradictoire. Et c'est bien entendu par rebond la série des questions que ces analyses ne peuvent manquer d'adresser à notre propre présent qui représente sans doute l'enjeu véritable de cette intervention si j'arrive au bout des 2h30 et si j'arrive au bout de mon topo. Alors pour des raisons de clarté, je vais procéder par points, il y en aura 5 et je vous prie de bien vouloir excuser le schématisme que ça implique. Premier point. Dans Naissance de la biopolitique, le cours au Collège de France de 78-79, et à vrai dire, bien avant, dès 73, Foucault semble affronter la question de la naissance du libéralisme à partir de plusieurs points d'entrée. Le premier point d'entrée, c'est le repérage historiquement situé d'une transformation de la forme de la richesse. Non plus les titres et les privilèges, ou la possession des terres qui leur est associée, mais ce qu'il faut désormais appeler, et le terme est chez Foucault, capital, et qui inclut la totalité des conditions de possibilité de la production de marchandises, donc matières premières, lieux de stockage, machines, moyens de transport, et puis, bien entendu, force de travail. Il va donc s'agir non seulement de veiller à contrer ou à limiter les déprédations, ça c'est un vieux thème, mais il va s'agir d'exercer une autre forme de gestion de la force de travail dans la mesure où, si la valeur d'une marchandise équivaut désormais à la quantité de travail intégrée à celle-ci, ça c'est la vieille définition de David Ricardo, alors il va devenir fondamental de déployer tout un système permettant ce que Foucault décrit à la fois comme un accrochage des corps au travail et comme une maximisation des prestations productives obtenues de ces corps. Ça c'est le premier point, mais il y a un deuxième point d'entrée. Et c'est pas tant la relativisation que le dépassement, au sens presque hegelien, et de fait dans le cours, Foucault utilise le terme de Aufhebung, qui est le terme hegelien, le dépassement donc de trois choses que Foucault ne cesse de nouer entre elles, et le nouage en question ne va bien entendu pas de soi. Ces trois choses, ce sont la règle juridique, la souveraineté et l'État. Alors, on pourrait bien entendu discuter longuement de la validité de cette espèce de triangulation qui justifie tout au long des années 70 la référence répétée à ce que Foucault nomme, de manière assez vague, il faut bien dire, le grand édifice juridique de la théorie de la souveraineté. Ça, c'est dans « Il faut défendre la société » en 76. Pour Foucault, la règle juridique est, de manière générale, l'expression de la souveraineté. Elle va accompagner la constitution des États modernes et le développement de ce qu'il appelle la raison d'État. L'expression ici prête au malentendu, elle est simplement entendue comme rationalité de gouvernement propre à l'État. Or, le dépassement relatif de cette rationalité étatique, dont l'expression est encore une fois assignée à la règle juridique par Foucault, se joue précisément durant le XVIIIe siècle autour d'un phénomène que Foucault placera au cœur des analyses de Surveiller et punir en 1975 comme une sorte de sous-texte derrière les analyses consacrées à la naissance de la prison et qu'il faut savoir lire ce sous-texte. Je cite, Surveiller et punir, l'apparition, il faudrait dire l'invention, d'une nouvelle mécanique de pouvoir qui a des procédures bien particulières, des instruments tout nouveaux, un appareillage très différent et qui, je crois, est absolument incompatible avec les rapports de souveraineté. Cette nouvelle mécanique de pouvoir porte d'abord sur les corps et sur ce qu'ils font, plus que sur la terre et sur son produit. C'est un mécanisme de pouvoir qui permet d'extraire des corps du temps et du travail plutôt que des biens et de la richesse. C'est un type de pouvoir qui s'exerce continuellement par surveillance et non pas de façon discontinue par des systèmes de redevances et d'obligations chroniques. C'est un type de pouvoir qui suppose un quadrillage serré, des coercitions matérielles plutôt que l'existence physique d'un souverain et définit une nouvelle économie de pouvoir dont le principe est que l'on doit à la fois faire croître les forces assujetties
et la force et l'efficacité de ce qui les assujettit. C'est la leçon du 14 janvier 1976 au Collège de France. Alors je crois qu'il faut retenir au moins deux choses. On pourrait faire un cours entier d'un semestre sur cette citation, mais au moins deux choses. La première, c'est que cette nouvelle mécanique de pouvoir, que Foucault va appeler disciplinaire, exige des instruments nouveaux, Foucault dit un appareillage nouveau. Et la seconde, c'est que la rationalité disciplinaire se donne pour horizon un double but, qui n'est pas sans poser problème, parce que c'est un double mécanisme simultané d'augmentation et de réduction. La discipline majore les forces du corps, en termes économiques d'utilité, et diminue ces mêmes forces en termes politiques d'obéissance. D'un mot, elle dissocie le pouvoir du corps et elle cherche à en faire une aptitude, une capacité qu'elle tend à augmenter, et puis elle inverse d'autre part l'énergie, la puissance qui pourrait en résulter, et elle en fait un rapport de sujétion strict. Foucault conclut, si l'exploitation économique, la force et le produit du travail, disons que cette coercition disciplinaire établit dans le corps le lien contraignant entre une aptitude majorée et une domination accrue. Aptitude majorée et domination accrue. C'est toujours surveiller et punir. Alors, deuxième point, il faudrait bien plus de temps pour analyser la manière dont les pouvoirs disciplinaires fonctionnent par le contrôle des gestes, du temps et de l'espace. Je me bornerai ici à rappeler ce qui assure l'articulation de cette description de l'émergence disciplinaire avec cette autre grande scène qui va faire la notoriété de Foucault et qu'il développe postérieurement, celle qui tourne autour des biopouvoirs et de la biopolitique. Alors là encore de manière très, très sommaire, mais en espérant revenir à la question de la place contradictoire du droit. Première chose, pour assurer la majoration des forces du corps, c'est-à-dire une maximisation de la productivité de la force de travail, il faut non seulement corriger, dresser ces corps et organiser le temps et l'espace de la production, mais déployer en amont et en aval du temps et du lieu de travail toute une série de pouvoirs portant sur la vie des individus mis au travail afin d'assurer des prestations productives maximales. Les biopouvoirs sont le nom de ces pouvoirs qui prennent en charge la vie, c'est-à-dire la santé, l'alimentation, la sexualité, les mœurs, tout cet investissement nouveau de l'existence comme condition de possibilité essentielle de la majoration des forces productives et de leur rendement. Si on devait prendre un simple exemple de cela, il y en a des multiples chez Foucault, il y a un très beau texte de Foucault, même année que le cours au collège, en 1976, sur la politique de la santé au XVIIIe siècle, et où Foucault dit, je le cite à nouveau, « La médecine comme technique générale de santé, plus encore que comme service des maladies et art des guérisons, prend une place de plus en plus importante dans les structures administratives et dans cette machinerie de pouvoir qui ne cesse au cours du XVIIIe siècle de s'étendre et de s'affirmer. À propos de la société, de sa santé, de ses maladies, de sa condition de vie, de son logement et de ses habitudes, commence à se former un savoir médico-administratif qui a servi de noyau originaire à l'économie sociale et à la sociologie du XIXe siècle. Et il se constitue également une emprise politico-médicale sur la population qu'on encadre de toute une série de prescriptions qui concernent non seulement la maladie, mais les formes générales de l'existence et du comportement, l'alimentation, la boisson, la sexualité, la fécondité, la manière de s'habiller, l'aménagement du type d'habitat, etc., etc. Fin de citation. Alors, là aussi, ce qui m'importe de souligner ici, c'est que la vie vaut, biopouvoir, pouvoir sur la vie, entendu comme existence, pas comme vie biologique, la vie vaut en tant qu'elle conditionne directement les prestations productives, c'est-à-dire la production de la valeur économique elle-même. On est ici dans la recherche d'un équilibre difficile. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de la reproduction de la force de travail, puisqu'enfin, malgré toutes les descriptions à la Dickens qu'on a tous en tête, malgré la violence des conditions de travail, malgré la répression systématique de toute tentative de rébellion, je parle du XIXe siècle, le souci de la survie de la force de travail, c'est-à-dire du maintien constant et ininterrompu de sa capacité productive, est absolument central. Les historiens du mouvement ouvrier, les historiens de l'histoire sociale du XIXe siècle en particulier l'ont bien vu. Le souci est constant, par exemple, dans la littérature produite par les industriels eux-mêmes au XIXe siècle. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette force de travail continue à produire au maximum sans littéralement et immédiatement la détruire sous sa tâche ? Second élément à présent qu'il faut retenir de cette description foucaldienne, je rappelais cette idée que Foucault a que la transformation à l'œuvre dans le tournant dont le XVIIIe siècle est le cœur implique des instruments nouveaux, le fameux appareillage nouveau dont parle Foucault.
Il n'en va pas seulement d'une démultiplication et d'une diffusion des pouvoirs à des échelles qui vont du grain le plus ténu des existences jusqu'au pouvoir de l'État, une microphysique des pouvoirs, dira Foucault, qui compte au moins autant que cette obsession de l'État rendue synonyme de pouvoir avec un P majuscule, dit Foucault de manière ironique, en s'adressant en particulier aux marxistes de l'époque qui, quant à eux, accueilleront plus que froidement les analyses foucaldiennes en question. Mais il en va aussi et surtout, me semble-t-il, d'instruments et de dispositifs nouveaux. Et c'est là que ça devient intéressant. Je recite Foucault, « Le discours de la discipline est étranger à celui de la loi. Il est étranger à celui de la règle comme effet de la volonté souveraine. Les disciplines vont donc porter un discours qui sera celui de la règle, non pas celui de la règle juridique, dérivée de la souveraineté, mais celui de la règle naturelle, c'est-à-dire de la norme. Elles définiront un code qui sera celui non pas de la loi, mais de la normalisation, et elles se référeront nécessairement à un horizon théorique qui ne sera pas l'édifice du droit, mais le champ des sciences humaines. Et leur jurisprudence à ces disciplines sera celle d'un savoir clinique. Ça, c'est toujours, il faut défendre la société, cours du 14 janvier 1976. Alors, bien entendu, on peut discuter sur le mot norme, mais là, il en donne une définition qui est la sienne et qui est extrêmement précise. Norme, c'est l'instrument de normalisation. Là où la règle juridique définissait le partage du licite et de l'illicite, la norme, notion que Foucault emprunte à Canguilhem, est ce qui définit le partage du normal et du pathologique au cœur même des comportements sociaux. Troisième élément que je ne fais que mentionner ici, pour maximiser les prestations productives de la force de travail, il faut aussi diminuer leurs coûts. C'est bien entendu la question du salaire, c'est-à-dire aussi toujours la question du temps de travail, qui permet à son tour de définir ce que Marx appelait le surtravail, la partie de temps de travail qui n'est pas payée, condition essentielle de dégagement de la survaleur. Mais c'est aussi, me semble-t-il, la question des coûts économiques et sociaux du contrôle de la force de travail elle-même. Foucault formule l'hypothèse que se met en place au XIXe siècle, parallèlement au gouvernement disciplinaire des corps, c'est-à-dire l'accrochage des corps au travail, si vous voulez, parallèlement au contrôle et à l'assujettissement des individus, un niveau de gouvernement différent qu'il va précisément caractériser comme biopolitique et qui va accompagner la naissance du libéralisme. Ce gouvernement nouveau, ce niveau de gouvernement nouveau, c'est le gouvernement des populations. Et par population, il faut entendre, et là encore il faut définir les termes, simplement un ensemble d'individus considérés comme homogènes, sur la base d'un ou plusieurs traits présentés comme naturels. J'insiste, présentés comme naturels, ça ne va pas dire naturel. L'âge, le sexe, la couleur de peau, mais aussi les tares, les pathologies, les déviations comportementales et, par extension, tout ensemble social auquel on prêterait une naturalité expliquant la consistance. Le libéralisme, c'est la volonté de ne pas trop gouverner, c'est le thème du gouvernement frugal. Or, le principe d'une limitation de l'activité de gouvernement, à la fois pour faire jouer les lois naturelles du marché, ça c'est le vieil héritage des physiocrates, et pour diminuer les coûts de gouvernement, repose aussi sur l'idée que, en diminuant la coercition, on atteint plus facilement les objectifs de gouvernement. Plus encore, non seulement en diminuant la coercition, mais en majorant les libertés. Et je pense qu'on tient là quelque chose qui est au point d'articulation entre définition économique du libéralisme et définition politique du libéralisme, ou plus exactement libéralisme comme une nouvelle économie politique. Troisième point, il faut s'entendre sur cette majoration des libertés qui accompagne tout le développement du libéralisme économique et l'économie politique, encore une fois, qu'il sous-tend, c'est-à-dire la nouvelle rationalité de gouvernement qu'il détermine. Alors là encore, Foucault, toujours le cours du 24 janvier 1979, je cite, « La liberté dans le régime du libéralisme n'est pas une donnée. La liberté n'est pas une région toute faite qu'on aurait à respecter, ou si elle l'est, ce n'est que partiellement, régionalement, dans tel ou tel cas. La liberté, c'est quelque chose qui se fabrique à chaque instant. Le libéralisme, ce n'est pas ce qui accepte la liberté, le libéralisme, c'est ce qui se propose de la fabriquer à chaque instant, de la susciter et de la produire, avec bien entendu tout l'ensemble de contraintes, de problèmes et de coûts COUTS, que pose cette fabrication. L'essence de la biopolitique, donc le cours de 78-79. Bref,
ça c'est moi qui parle, hors citation, l'instrument de régulation, d'évaluation et de calcul du coût des libertés, quel va-t-il être? Et Foucault répond très nettement, c'est ce qu'on va appeler la sécurité. Il faut donc revenir en arrière, me semble-t-il. 4e point, j'ai presque fini, je crois que je suis dans le temps. Oui, très bien. C'est bon. Donc, je parle très vite. Je disais en commençant, la rationalité de gouvernement étatique, ce nouage règles juridiques, souveraineté, État, est, en tout cas c'est l'hypothèse qu'en fait Foucault, à un certain moment dépassée par une nouvelle rationalité gouvernementale qui accompagne la naissance du libéralisme et qui se déploie sur d'autres bases et avec d'autres instruments, les disciplines, les biopouvoirs, la biopolitique et cet instrument particulier qu'il appelle la norme, c'est-à-dire le couplage normal-pathologique en lieu et place du couplage licite-illicite. En réalité, l'analyse foucaldienne est plus complexe qu'il n'y paraît et c'est ici sans doute qu'on retrouve la question du droit, mais là je parle sous votre contrôle, du droit entendu de manière spécifique comme institution de défense de la liberté des personnes. Dès le cours de 1976, Foucault remarque en effet qu'il ne s'agit pas d'une transformation en forme de substitution, on passerait de la règle juridique à la norme. La norme ne remplace pas la règle juridique, il s'agit de la coexistence désormais difficile de deux nappes radicalement hétérogènes, celle du droit et celle des disciplines, c'est-à-dire aussi celle de la norme, puisqu'elles sont à leur tour prolongées par le développement de la gouvernementalité biopolitique libérale. On a donc dès lors deux types de libertés qui s'opposent. Une liberté naturelle, ou plus largement l'ensemble des droits fondamentaux que l'on reconnaît à une personne, enregistrés par la forme du droit et garantis par la forme du droit, et puis on a la liberté qu'elle se donne comme le produit d'une fabrique libérale qui en permanence fait jouer comme modérateur ou comme régulateur de sa propre idée de la liberté d'autres éléments, la sécurité, le risque, la responsabilité et aujourd'hui sans doute aussi l'aptitude à se présenter soi-même comme une certaine quantité de capital humain. Je vais y arriver. Toute l'histoire des 2 derniers siècles est au moins partiellement l'histoire des conquêtes du droit, plus exactement des luttes et des avancées du droit que ces luttes ont permises, dans l'affirmation d'un certain nombre de libertés que l'on considère comme fondamentales et qui constituent, me semble-t-il, l'un des enjeux essentiels du droit constitutionnel. Je cite le cours du 14 janvier 1976 une dernière fois avant de dire 2 mots sur ce qui me semble être l'écho de tout cela aujourd'hui. Donc Foucault 1976. Je cite « Contre les usurpations de la mécanique disciplinaire, contre cette montée d'un pouvoir qui est lié au savoir scientifique, nous nous trouvons actuellement dans une situation telle que le seul recours existant, apparemment solide, que nous ayons, c'est précisément le recours ou le retour à un droit organisé autour de la souveraineté, articulé sur ce vieux principe. Ce qui fait que, concrètement, lorsqu'on veut objecter quelque chose contre les disciplines et contre tous les effets de savoir et de pouvoir qui leur sont liés, que fait-on concrètement? Que fait-on dans la vie? Que font le syndicat de la magistrature ou d'autres institutions comme celle-là? Que fait-on sinon précisément invoquer ce droit, ce fameux droit formel et bourgeois qui est en réalité le droit de souveraineté? Ça, c'est toujours... il faut défendre la société. Je crois que la position de Foucault est claire et elle mérite d'être discutée. Elle ne va pas de soi, bien entendu. Les conquêtes du droit, l'extension des garanties du droit ont joué et jouent encore aujourd'hui contre le déploiement sans frein des disciplines, c'est-à-dire de l'investissement des corps mis au travail et des vies tout entières considérées comme condition de possibilité de la productivité des corps. Mais elles ne peuvent le faire qu'en réactivant le droit formel bourgeois et non pas en passant à ce que Habermas appellerait peut-être, j'emprunte en tout cas son expression, une morale universelle politique, et ce que nous pourrions peut-être aussi considérer comme l'ensemble des droits fondamentaux universels et inconditionnés des personnes. Alors pour finir, 3 mots, vraiment 3 rapides sur aujourd'hui. La description que Foucault faisait du XVIIIe et du XIXe siècle, que je viens très rapidement de rappeler en manière bande dessinée, tournant disciplinaire, émergence du libéralisme, elle est aujourd'hui largement obsolète, ou plus exactement, elle demande à être redéfinie. C'est exactement ce que fait Foucault lui-même dans la 2e partie du cours de 79, en particulier dans les pages qu'il consacre au néolibéralisme d'école de Chicago. Foucault dit de sujet producteur, l'individu est devenu tout autre chose aujourd'hui, il est devenu sujet capital. L'homo economicus existe toujours, mais il a changé de visage.
Conséquence immédiate qu'il faut alors déduire des théories du capital humain, et il cite très largement Gary Becker en particulier, la vie, encore une fois, l'existence, n'est plus seulement une condition de possibilité de la productivité des corps et donc des processus de valorisation économique du capital, elle est directement en elle-même productrice de valeur. Et c'est un décalage qui est absolument fondamental. Le contrôle se déplace donc. Il implique la gestion des formes de rapport à soi et aux autres, la gestion des modes de vie, des relations, des affects. Il est désormais totalement délié de toute référence à un temps de travail ou à un lieu de travail, et il investit en totalité l'épaisseur des relations sociales et la complexité de la vie. Question. Quel droit peut-il garantir à l'individu un principe de limitation et d'opposition à ce qui se présente de fait comme un gouvernement de la vie en général? En 1976, il y a donc plus de 40 ans, Foucault, à propos du XIXe siècle, notait, je cite, « Et je crois qu'on est là dans une sorte de goulot d'étranglement que l'on ne peut pas continuer à faire fonctionner indéfiniment de cette manière-là. Ce n'est pas en recourant à la souveraineté contre la discipline que l'on pourra limiter les effets mêmes du pouvoir disciplinaire. À dire vrai, pour lutter contre les disciplines, ou plutôt contre le pouvoir disciplinaire, dans la recherche d'un pouvoir non disciplinaire, ce vers quoi il faudrait aller, ce n'est pas l'ancien droit de la souveraineté, ce serait dans la direction d'un nouveau droit qui serait antidisciplinaire, mais qui serait en même temps affranchi du principe de souveraineté. 14 janvier 1976. Il est évident que nous sommes aujourd'hui bien au-delà de la description foucaldienne et du droit de souveraineté, mais cet autre droit, ce nouveau droit que Foucault appelait de ses voeux, n'est sans doute pas celui auquel il pensait. Certaines choses ont émergé, c'est par exemple aujourd'hui le poids croissant de la gouvernance, c'est-à-dire la démultiplication des foyers de production des règles, des normes, des conventions, des protocoles, qui structurent non pas seulement le partage du licite et de l'illicite, vieux droit de souveraineté, mais encore une fois du normal et du déviant, de l'acceptable et de l'inacceptable, du souhaitable et du non envisageable, du supportable et du non supportable, etc., etc. J'avais prévu en guise d'exemple, mais je n'ai pas le temps, de prendre le choix ou les choix de gestion des flux migratoires aux portes de l'Europe, et en particulier en Méditerranée, et la série de questions qu'elle pose, me semble-t-il, au droit, pas seulement aux différents droits souverains, mais aussi aux droits européens et aux droits fondamentaux des personnes. Nous sommes aujourd'hui bien loin des chiffres de 2015, et pourtant nous démultiplions encore les niveaux de gouvernance, nous instaurons des régimes de liberté à géométrie variable, liberté d'autodétermination, liberté de mouvement, mais aussi droit à la sûreté, résistance à l'oppression, droit de fuite, droit de protection, en fonction d'une gouvernance qui s'est entièrement approprié le ressort de la sécurité et l'argument du risque. Mais en même temps, du côté du droit souverain, nous nous trouvons aujourd'hui exactement face au même ressort, sécurité et risque, même ressort argumentatif. Que deviennent dès lors les droits fondamentaux des personnes, et quelle institution du droit est-elle susceptible de les défendre? Le droit constitutionnel peut-il prendre en charge cette défense, ou faut-il, comme le soutenait Foucault, inventer un autre droit? Je ne suis pas juriste, vous allez donc répondre.